Lorsque ce 5 mai 1821, la mort délivrait de l'exil le général Bonaparte, comme le dénommaient ces geôliers britanniques de Sainte-Hélène, un soleil s'éteignit. Celui qui était rentré dans la légende de son vivant expirait en consacrant ses ultimes paroles aux Français qu'il avait tant aimés et si impérialement servis. France, France, tête armée. Il mourut comme un astre se couche, écrivit le poète Victor Hugo. 200 ans après, la destinée mythique de l'empereur des Français, celui dont le seul nom fit trembler les tyrans, évoque encore aujourd'hui la grandeur, le courage et la puissance de notre pays. Par sa dimension, par la rapidité et la hauteur de son ascension, par son œuvre et son souvenir, Napoléon Ier n'appartient plus seulement à l'histoire des Français, mais bel et bien à l'histoire de l'humanité. Arcole, Aboukir, Marengo, Austerlitz ou Wagram, tant d'évocations qui signifient gloire et victoire, ces victoires qu'il disait voir dans le rêve de ses soldats. La France de Napoléon, ce sont 134 départements avec pour chef-lieu Hambourg, Barcelone, Rome ou Amsterdam. Ces magnifiques faits d'armes l'ont fait entrer au panthéon des conquérants et bâtisseurs d'État, de ceux qui domptent les événements, qui les façonnent par l'épée et par l'esprit pour donner un sens à la grande histoire. Le philosophe allemand Hegel, qui l'avait aperçu chevauchant à Iéna, avait dit de lui « J'ai vu l'âme du monde à cheval ». Napoléon Bonaparte, c'est ce petit Corse, boursier du roi de France, s'arrachant à sa belle île natale pour devenir à 16 ans officier de l'arme savante, l'artillerie. C'est le petit caporal, cet impétueux général de la Révolution qui bouscule les dynasties européennes pour amener aux nations de toute l'Europe un message de liberté. C'est celui qui en France sut mettre un terme et ordonnancer une révolution emportée dans ses excès, parfois ses folies et dans des horreurs fratricides et régicides. Par sa volonté unificatrice et pacificatrice, il laissera aux Français un État restauré dans son autorité, son organisation et ses institutions. Il nous donnera le Code civil, c'est-à-dire l'ordonnancement des droits de chacun qui servira de modèle au monde entier. Il restaurera la justice entre les citoyens par une grande réforme fiscale. Il fera rayonner le savoir par le développement des lycées et des universités. Son règne court mais brillant jettera les bases de la France moderne. Par son action de législateur et d'homme d'État qui permit de parfaire la construction d'un État national, Napoléon accélérera plus qu'il ne contredira l'œuvre millénaire des rois capétiens. La réorganisation de la France comme l'unité de la nation sont les titres de gloire parmi les plus éclatants de notre premier empire. Au-delà des siècles, l'ombre immense de l'empereur laissera surtout aux Français la fierté légitime d'être des leurs. Même si aucun personnage historique n'est exempt de reproches qu'il eût été légitime d'évoquer, faut-il se limiter à l'ingratitude historique? Assez triste et anachronique reproche dans lequel sombre de prétendues élites asservies à l'idéologie de la déconstruction, prêtes à tous les Waterloo éthiques, aux défaites sans combattre, aux retraites en rase campagne. Cette peu glorieuse tentation à l'autoflagellation, celle qui falsifie ou rabougrit l'histoire, aboutit par allergie à toute transcendance à saper les fondements moraux et nationaux d'un pays. Il n'y a que ce qui est élevé qui rassemble. Les arcs de triomphe, comme les colonnes de bronze qui se dressent fièrement dans nos villes, rappellent aux enfants de France, de toute la France, sa vocation à la grandeur. Une grandeur que seule la vision et la volonté édifient, que seuls les talents et les sacrifices peuvent laisser en héritage, que seule la mémoire et la fierté de ce que nous sommes permettraient de retrouver. En ces moments de doute et de division, c'est le message de ce bicentenaire. La célébration mobilisatrice d'une légende française devenue éternelle qui repose au cœur de notre capitale sous un majestueux dôme en or.